quand je suis entré dans la grande maison de campagne en Provence de mes parents, le parfum familier du thym et de la lavande qui flottait habituellement dans l'air chaud du sud m'a semblé étranger, presque hostile. Je me suis figé sur le seuil, la main encore sur la poignée en fer forgé de la porte d'entrée. La voix de ma mère, Monique, s'élevait de la salle à manger, un filet de son calme, presque fier, qui a traversé le couloir et m'a frappé en plein cœur. Les enfants de Sandrine mangent d'abord, et les garçons de Manon peuvent attendre les miettes. Un rire bref, celui de ma sœur aînée, a ponctué sa déclaration comme un coup de tampon cruel. Mon père, Jean, n'a même pas levé les yeux de son journal. Dans un coin du salon adjacent, à peine visible depuis l'entrée, mes fils, Léo et Lucas, étaient assis sur des poufs, leurs assiettes vides en équilibre précaire sur leurs genoux, s'efforçant de paraître indifférents, comme s'ils n'étaient pas tenaillés par la faim. Ma poitrine s'est contractée violemment, mais à l'intérieur, un calme glacial s'est installé. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas cherché à argumenter. J'ai simplement fait un pas en arrière, j'ai rappelé mes garçons d'un geste silencieux et je suis sorti. Ce qu'ils ignoraient, ce qu'aucun d'eux n'a senti à cet instant précis, c'est qu'en poussant mes enfants dans ce coin, ils venaient de se reléguer eux-mêmes dans un endroit bien plus sombre et lointain. Oui, je suis Manon. Et pour être tout à fait honnête, cette scène dans la salle à manger de mes parents n'était pas un coup de tonnerre dans un ciel serein. C'était simplement la première fois que leur hiérarchie implicite devenait si indéniable, si assourdissante que même mon silence habituel ne pouvait plus me protéger de sa cacophonie. La vérité, c'est que ce schéma avait commencé des années avant même la naissance de mes fils, Léo et Lucas. Quand j'avais 17 ans, jonglant avec mon premier petit boulot dans une boulangerie locale et mes études, ma mère, Monique, une femme dont la voix semblait toujours au bord d'une crise imminente, m'avait demandé si je pouvais aider un peu pour les courses. Mon père, Jean, d'un pragmatisme qui frisait la froideur, avait hoché la tête en affirmant que cela m'apprendrait le sens des responsabilités. 20 € par-ci, 50 par-là. Et avant que je ne comprenne ce qui se passait, donner était devenu un réflexe, puis une habitude, et enfin une obligation tacite. Le temps que j'entre à l'université, il m'envoyait des photos de devis pour des réparations diverses. Et quand j'appelais pour savoir si tout allait bien, la voix de ma mère tremblait toujours juste ce qu'il fallait pour susciter l'inquiétude et la culpabilité. Je ne le voyais pas à l'époque, mais avec le recul, c'était une chorégraphie parfaitement exécutée, une performance de la précarité minutieusement orchestrée. Lorsque j'ai obtenu mon diplôme et décroché mon premier emploi à temps plein, le ton des demandes a changé. Ce n'était plus « pourrais-tu nous aider ?» mais « nous avons vraiment besoin de toi ». Des soins dentaires pour mon père, un appareil électroménager en panne, un problème avec la vieille Renault 4. Chaque demande arrivait sous la forme d'une urgence, pressante, inévitable, et curieusement toujours alignée avec la semaine où mon salaire était versé. Puis il y a eu Sandrine, ma sœur aînée. Elle était celle dont mes parents se vantaient, celle dont les enfants, Chloé et Gabriel, étaient toujours invités en premier, toujours loués, toujours présentés comme la norme, l'étalon d'or de la famille. Quand sa Citroën 2CV est tombée en panne, j'ai aidé pour les réparations. Quand elle a eu besoin d'un coup de pouce pour son assurance, j'ai couvert cela aussi. Je me disais que c'était temporaire. La famille s'entraide, n'est-ce pas? Mais quand je me suis marié avec Antoine, mon mari, un homme patient et stable qui voyait bien plus clair que moi, le déséquilibre s'est accentué. Il demandait parfois, est-ce qu'il propose jamais de nous aider en retour? Je balayais sa question d'un rire, prétextant qu'ils étaient occupés. Mais à chaque fête, à chaque célébration, je remarquais les arrangements de table, les invitations sélectives, les petites marques de distance. Antoine se mettait doucement en retrait lors des conversations familiales, comme s'il avait déjà compris qu'il ne faisait pas partie du scénario. Et puis les enfants sont arrivés. Quand Léo est né, ma mère l'a tenu comme s'il était un objet de verre fragile, non pas précieux, mais délicat et incertain, comme si elle ne savait pas vraiment où le placer dans sa vision du monde. Quand Lucas est arrivé 2 ans plus tard, mon père nous a félicités, mais ses yeux brillaient de la même hésitation. Je me suis dit que j'imaginais tout. J'ai mis ça sur le compte de la fatigue, du stress, de n'importe quoi sauf du préjugé. Mais les enfants ressentent des choses que les adultes ignorent. Léo a appris très tôt que ses cousins avaient le premier tour, les meilleurs jouets, les plus grosses parts de gâteau. Lucas a saisi la logique des plans de table, comment Chloé et Gabriel étaient toujours assis près des adultes tandis que lui et Léo étaient dirigés vers une autre pièce pour jouer. Et chaque fois que je sentais cette boule se former dans ma poitrine,
je me persuadais que j'étais trop sensible. Les demandes d'argent n'ont jamais cessé. Elles n'ont fait que croître. Aide pour le prêt immobilier, facture médicale, une réparation de toiture soudaine, une dépense imprévue et mystérieuse qui surgissait toujours juste avant les vacances. Et chaque fois, je disais oui, croyant naïvement que ma générosité finirait par combler le fossé affectif. Mais cela n'est jamais arrivé. Au moment où je suis entré dans cette salle à manger, au moment où j'ai vu mes garçons dans leur coin avec leurs assiettes vides, ce ne fut pas seulement un choc. Ce fut une reconnaissance. Rien n'avait changé. J'avais financé une hiérarchie qui marginalisait mes propres enfants. J'avais subventionné une famille qui considérait mes fils comme des restes, pas comme des membres à part entière. Et debout sur ce seuil, regardant Chloé et Gabriel prendre leur deuxième portion de bœuf bourguignon tandis que mes enfants fixaient le vide, j'ai enfin compris. Ce n'était pas un dérapage. C'était le système. Un système que j'avais contribué à construire sans jamais le voir clairement. Et une fois que cette prise de conscience s'est ancrée en moi, quelque chose d'autre a surgi avec elle. Quelque chose de calme, de tranchant et d'absolu. Je n'allais plus jamais les laisser ignorer mes fils. Quand je suis retourné à la maison de mes parents ce soir-là, je pensais que le pire était déjà arrivé, que l'humiliation de voir mes garçons assis dans un coin avec des assiettes vides était le point de rupture. Je n'avais pas réalisé que le véritable détonateur m'attendait encore, tapi silencieusement sous la surface comme une faille sismique prête à se déchirer. En ouvrant la porte d'entrée, la maison était trop calme. Le genre de calme qui n'est pas paisible, juste vide. J'ai avancé dans le couloir, et c'est là que je l'ai entendu de nouveau. Ma mère, Monique, la femme qui m'avait élevé avec des phrases comme « la famille avant tout », parlait avec le même ton qu'elle utilisait pour justifier tout ce qu'elle ne voulait pas remettre en question. Les enfants de ma sœur mangent d'abord, a-t-elle répété, et les garçons de Manon peuvent attendre les miettes. Ce n'est que pratique. Sandrine, celle qui avait toujours présumé que ses enfants appartenaient au centre de chaque moment familial, a émis un petit rire. Il vaut mieux qu'ils s'y habituent maintenant, a-t-elle ajouté. Ils sont nés pour vivre de ce qui reste. Et puis mon père, Jean, stable, logique, jamais émotif, a bouclé la boucle. Ils doivent apprendre leur place. C'est comme ça, c'est tout. J'ai bougé avant même qu'ils ne réalisent que je me tenais juste derrière l'embrasure de la porte. Dans la lumière chaude de la salle à manger, je pouvais tout voir clairement. Chloé et Gabriel finissant leur deuxième portion de bœuf bourguignon, confortablement installés à table. Tandis que Léo et Lucas, mes garçons, flottaient près de la porte, comme s'ils attendaient la permission d'exister. Léo a croisé mon regard une demi-seconde, et dans ce regard, j'ai senti quelque chose se fracturer. Il n'était plus confus. Il comprenait. Il comprenait exactement où les adultes de cette maison l'avaient placé. C'était ça, le moment. Pas les miettes, pas les assiettes vides, pas les rires. C'était le regard sur le visage de mon enfant, ce rétrécissement silencieux, cette acceptation résignée du « moins » qui a recablé quelque chose en moi. J'ai su alors que rien de ce que je pourrais dire à l'intérieur de cette maison n'aurait d'importance. Les mots ne répareraient pas ça. La confrontation ne les changerait pas. Mais les systèmes peuvent être démantelés. Le soutien peut être retiré. Et moi, après des années à payer pour le confort de cette famille, je détenais le seul levier qu'ils ne s'attendaient jamais à ce que je tire. Le véritable détonateur n'était pas leur cruauté. C'était ma décision, à cet instant, de cesser de la financer. Je n'ai pas claqué la porte en quittant la maison de mes parents ce soir-là. Je n'ai pas élevé la voix ni fait de scène. J'ai simplement posé une main sur le dos de chacun de mes garçons, je les ai guidés vers la voiture et je les ai attachés. Le silence entre nous était épais, assez lourd pour peser sur mes côtes, mais j'ai gardé ma respiration stable pour eux. Les enfants lisent tout à travers les plus petites fissures sur le visage d'un parent. Quand je me suis garé dans l'allée de notre gîte en Normandie, Antoine, mon mari, l'homme qui ne manquait jamais les changements dans mon humeur, a ouvert la porte avant même que je ne touche mes clés. Un regard sur moi, un regard sur les garçons, et il a su. Il n'a pas demandé « Que s'est-il passé ?» comme la plupart des gens l'auraient fait. Il a juste dit doucement « Mettons-les à l'aise d'abord ». Il a aidé Léo à trouver son carnet de croquis. Il a guidé Lucas vers le canapé du salon et a mis le documentaire sur la nature qu'il aimait tant. Ce n'est que lorsqu'ils ont été absorbés dans leur petit monde qu'Antoine est retourné à la cuisine, s'est appuyé contre le comptoir et a attendu que je parle.
Je ne savais pas par où commencer, alors j'ai commencé par les mots qui faisaient le plus mal. Ma mère a dit, les cousins mangent d'abord, ai-je murmuré, et mes enfants, mes garçons, doivent attendre les miettes. Le muscle de la mâchoire d'Antoine s'est contracté, mais il est resté immobile. Et ma sœur a ri, ai-je continué. Mon père les a soutenus. Il ne plaisantait pas. Il pensait chaque mot. J'attendais de la colère de sa part. De l'indignation. Mais au lieu de cela, Antoine a expiré lentement, comme s'il avait toujours su que ce moment arriverait. « Assieds-toi » a-t-il dit doucement. Je me suis assise. « Manon » a-t-il commencé, « tu soutiens toute cette maisonnée depuis des années. Les factures, les réparations, les paiements, tout. Et tu ne t'es jamais demandé ce que tout cela t'a coûté. Pas en argent, mais en dignité. J'ai voulu les défendre de la même manière que je l'avais fait pendant des années. Mais rien n'est sorti, car la vérité était déjà coincée au fond de ma gorge depuis le moment où Léo m'avait regardé avec ses yeux tristes et compréhensifs. Il ne voit pas nos fils comme de la famille, a dit Antoine. Il les voit comme une complication. Et il te voit comme la solution qu'ils peuvent drainer sans jamais être reconnaissants. Je n'ai pas discuté. Je ne pouvais pas. Ce silence, celui qui s'est installé entre nous, n'était pas celui de la défaite. C'était celui de la clarté. Il a tendu la main sur la table et a pris la mienne. « Alors, qu'est-ce que tu veux faire » a-t-il demandé calmement. Et c'est ainsi que le plan silencieux a commencé. Je me suis levé, je suis allé au tiroir où nous gardions les papiers importants, et j'ai sorti mon ordinateur portable et un bloc-notes neuf. J'avais acheté ce bloc des mois auparavant, prévoyant de l'utiliser pour des notes de travail. Il était resté vierge jusqu'à ce soir. J'ai dessiné 4 colonnes, prêt immobilier, automobile, charge, urgence. Puis j'ai ouvert l'application bancaire que j'avais évité de regarder de trop près. J'ai fait défiler page après page de virements. Des paiements accompagnés de messages comme « juste le temps qu'on se remette à flot »,« la famille s'entraide »,« on est à court ce mois-ci »,« c'est juste temporaire ». Sous chaque catégorie, j'ai écrit des chiffres, des dates, des montants. Le bloc s'est rempli plus vite que prévu. Quand Antoine s'est assis à côté de moi, il n'a pas interrompu. Il a simplement fait glisser un deuxième stylo sur la table au cas où j'en aurais besoin. Vers minuit, le schéma était indéniable. 8 ans de soutien, structuré, régulier, presque programmé, ai-je murmuré. Ils ont construit leur vie autour de mon revenu. Et ils ont construit leur arrogance dessus aussi, a répondu Antoine. Je n'ai pas pleuré. Non pas parce que j'étais forte, mais parce que quelque chose de plus froid s'était installé dans ma poitrine. Une sorte de calme déterminé que je n'avais jamais ressenti auparavant. C'est fini, ai-je dit. Antoine a hoché la tête. Alors, faisons une liste. Premièrement, appelez la société de crédit immobilier. J'ai demandé quelles étaient mes options en tant que co-emprunteuse. Quand l'agent a expliqué le processus pour me retirer aux exigences de qualification pour le refinancement, vente potentielle s'il ne pouvait pas atteindre les chiffres, j'ai tout noté en détail. Deuxièmement, appelez l'organisme de crédit automobile. Je leur ai demandé d'exiger mon autorisation pour tout ajustement de crédit ou refinancement lié à ma précédente co-signature. Troisièmement, les charges et les paiements que j'avais mis en place lors des urgences. J'ai annulé chaque virement automatique. Quatrièmement, le virement d'épargne que j'avais créé des années auparavant comme coussin temporaire pour mes parents, supprimé définitivement. Cinquièmement, mon comptable. J'ai envoyé un email demandant un audit complet du soutien personnel accordé à la famille élargie au cours des 8 dernières années. Sixièmement, un notaire, non pas pour des poursuites, juste pour la clarté, les limites et la documentation. Chaque étape a été réalisée en silence. Pas de grande annonce, pas de confrontation, juste un retrait, juste la fin de l'accès. Vers 2 heures du matin, après que le dernier compte ait été ajusté, j'ai fermé mon ordinateur portable et posé mon stylo. La maison était silencieuse. Même le bourdonnement du réfrigérateur semblait lointain. Antoine a posé une tasse de tisane chaude à côté de moi, non pas comme un réconfort, mais comme un ancrage. « Tu te sens mieux » a-t-il demandé. « Non » ai-je dit honnêtement. Je me sens éveillé. Il n'y avait pas de satisfaction. Pas encore. Juste une prise de conscience.
Mon silence ce soir-là, en partant sans un mot, en refusant de plaider ou d'argumenter, avait été le premier acte de pouvoir que j'avais posé depuis des années. Et le plan que j'avais rédigé sur ce bloc-notes, c'était ce pouvoir solidifié. Chaque case non cochée sur le budget de ma famille, chaque virement qu'ils attendaient, chaque facture attendant mon nom, tout cela allait les frapper comme une tempête d'hiver pour laquelle ils ne s'étaient jamais préparés. Non pas parce que je voulais me venger, mais parce que j'avais besoin de protection. Pour mes fils, pour mon foyer, pour la partie de moi qui se souvenait du goût des miettes. Le plan silencieux n'était pas émotionnel. Il n'était pas explosif. Il était administratif, méthodique, précis. Un rééquilibrage silencieux attendu depuis longtemps. Et à l'aube, alors que je regardais la première lumière s'étirer sur le sol de notre cuisine, j'ai réalisé quelque chose. Ils avaient appris à mes enfants à s'attendre à moi. Maintenant, ils allaient apprendre ce qui se passe quand j'arrête de donner plus. Le premier signe que mon silence les avait atteints est arrivé exactement 48 heures plus tard. J'emballais le matériel de dessin de Léo pour l'école quand mon téléphone s'est allumé avec le nom de mon père. Jean, l'homme qui appelait rarement sauf si un paiement était en retard ou qu'un nouveau problème avait fait surface. Manon, dit-il sans salutation, il semble y avoir un problème avec le prêt immobilier. Le virement n'est pas passé. Je n'ai pas pris la peine de m'asseoir. Il n'y a pas de problème, ai-je répondu. Je l'ai annulé. La pause à l'autre bout du fil était nette, le genre de pause qui brise la certitude de quelqu'un. Tu l'as annulé. Sans prévenir? Je vous ai prévenu, ai-je dit calmement. Vous n'écoutiez tout simplement pas. Il a inspiré comme pour se stabiliser. C'est la maison de tes parents. Nous comptons sur, je sais exactement sur quoi vous comptez, les jeux coupés. C'est pour ça que ça s'est arrêté. Avant qu'il ne puisse répondre, un autre appel est entré. Ma sœur, Sandrine, qui avait ri pendant que mes fils étaient assis affamés dans un coin, était déjà en panique. J'ai décroché. Manon, qu'est-ce que tu as fait? A-t-elle exigé. Mon paiement de voiture a été rejeté. Ils ont dit que le co-signataire a bloqué les ajustements. Tu sais que je ne peux pas me permettre une mauvaise note sur mon dossier de crédit en ce moment. Je me suis appuyé contre le comptoir, regardant le soleil du matin se poser sur les croissants et le café au lait de Lucas. Tu vas devoir te débrouiller, ai-je dit. De la même manière que tu attends de mes fils qu'ils se débrouillent avec les restes qu'on leur donne. C'était un malentendu. Tu as dit, lui ai-je rappelé, que mes garçons étaient nés pour vivre de ce qui reste. Ce sont tes mots. Silence. Pas de culpabilité. Juste le son de quelqu'un recalculant ses pertes. Avant qu'elle ne puisse se reprendre, ma mère, Monique, l'architecte du levier émotionnel, a appelé via FaceTime. J'ai laissé sonner 2 fois avant de répondre. Son visage est apparu, crispé par la panique. Ma chérie, a-t-elle commencé d'une voix tremblante. Ton père et moi devons te parler. Les factures. Les choses s'accumulent plus vite que prévu. Nous sommes dans une situation difficile. Ah bon? Ai-je dit calmement. Tu sais que nous dépendons de ce soutien. Ce n'est pas juste de nous punir comme ça. Punir. Le mot est resté en suspens. Vous avez puni mes fils, ai-je dit, juste devant moi. C'était différent, a-t-elle insisté. Nous étions réalistes sur la façon dont le monde fonctionne. Non, ai-je dit, vous étiez réaliste sur ce que vous pensiez pouvoir vous permettre parce que vous supposiez que je paierais toujours. Son expression s'est fissurée. D'abord la confusion, puis la peur. Manon, s'il te plaît. Nous pourrions perdre la maison. Et mes enfants, ai-je dit doucement, auraient pu perdre leur estime d'eux-mêmes si j'étais restée silencieuse. Elle a tressailli. Je n'ai pas élevé la voix. Je n'ai pas menacé. Je n'ai pas négocié. J'ai simplement exposé la vérité avec le même ton calme qu'ils avaient utilisé pour classer leurs petits-enfants par ordre de normalité. L'aide pour le prêt immobilier ne reviendra pas, ai-je dit. Les virements automatiques sont terminés. Le fonds de secours a disparu. L'accès à la cosignature est verrouillé. À partir de maintenant, vous vivez avec vos revenus, comme tous les autres adultes. Manon, a-t-elle murmuré, tu ne peux pas nous faire ça. Je ne vous fais rien, ai-je répondu. J'arrête ce que vous faisiez à mes enfants.
Un autre silence, celui-ci brut, sans protection. Pour la première fois depuis des années, ce n'était pas moi qui me débattais pour réparer les pots cassés. C'était eux. Et quelque part en arrière-plan de leur panique, des bruits de pas pressés, des voix qui s'élevaient, des allées et venues sur le parquet où j'ai entendu le début de quelque chose qu'ils n'avaient jamais pensé ressentir. Le désespoir. Le même désespoir que mes fils avaient ressenti, assis dans un coin avec des assiettes vides. Sauf que cette fois, le vide n'était pas sur les genoux de mes enfants. Il était dans les comptes en banque de mes parents, dans leurs projets, dans la sécurité qu'ils croyaient que je leur devais. Leur hiérarchie s'est effondrée exactement là où elle avait été construite, sur les fondations de mon silence. Et maintenant, ce silence avait disparu. Dans les semaines qui ont suivi, les retombées se sont mises en place avec une quiétude presque surréaliste. Il n'y a pas eu de confrontation dramatique, pas d'arrivée à minuit à ma porte, pas de scène digne d'une intervention familiale. Au lieu de cela, tout s'est déroulé comme la vérité le fait habituellement, lentement, inexorablement, et impossible à fuir. Mes parents, Monique et Jean, qui vivaient autrefois dans une maison trop grande pour leurs besoins réels, ont emménagé dans un petit appartement dans la vallée de la Loire. Ma sœur, Sandrine, qui parlait autrefois avec désinvolture de niveau de confort et de famille, normal, a pris des heures supplémentaires pour couvrir les paiements qu'elle avait autrefois supposé que je gérerais. Mais dans ma propre maison, l'air semblait plus léger. Léo, mon fils réfléchi de 8 ans, a commencé à prendre la place principale à notre table, celle qu'il évitait auparavant parce que, c'est là que les invités s'assoient. Lucas, toujours plein d'énergie, a commencé à parler davantage, à poser des questions, à raconter des histoires, à rire plus fort qu'il ne l'avait jamais fait chez mes parents. Un soir, alors que je faisais la vaisselle après le dîner, je les ai observés à travers l'ouverture de la cuisine. Ils n'attendaient pas la permission. Ils ne vérifiaient pas les visages des adultes pour savoir s'ils avaient le droit de se resservir. Ils existaient simplement, à l'aise, visibles, entiers. Antoine se tenait à côté de moi, essuyant les assiettes. « Tu sembles plus calme », a-t-il dit. « Je ne suis pas calme », ai-je répondu. « Je suis apaisé. » Il a hoché la tête, comprenant sans avoir besoin d'explication. Le calme n'était plus du vide. C'était de l'espace. De l'espace pour penser, de l'espace pour respirer, de l'espace pour que mes enfants sachent que leur valeur n'était pas mesurée par la hiérarchie de quelqu'un d'autre. Je ne me sentais pas triomphante. Je ne me sentais pas vengeresse. Je me sentais aligné avec moi-même, avec mes garçons, avec les limites que j'aurais dû tracer des années auparavant. Ce qu'ils ont perdu, c'est du confort. Ce que j'ai gagné, c'est de la clarté. Et pour la première fois depuis longtemps, cet équilibre semblait enfin juste. En fin de compte, ce n'est pas l'argent que j'ai repris qui a tout changé. C'est l'espace que j'ai reconquis. Le jour où mes parents ont appris à mes fils qu'ils étaient destinés aux miettes a été le jour où j'ai cessé de nourrir un système qui les affamait. Certaines limites brisent les familles. Les miennes ont simplement révélé la vérité. Mes garçons ne s'assoient plus dans les coins. Et je ne m'excuserai jamais d'avoir choisi leur valeur plutôt que le confort de quiconque, pas même celui de mes propres parents. Si cette histoire résonne en vous, restez avec nous. Aimez, abonnez-vous et partagez votre propre moment de définition de limite ci-dessous. Votre voix pourrait être l'étincelle dont quelqu'un d'autre a besoin.